Salut YouTube, Adobe est-il en train de se faire disrupter par l'IA? C'est en tout cas ce qu'on essaye de nous faire croire. Alors avec les soldes à moins 40% cette année, est-ce qu'on peut considérer Adobe comme une opportunité ou une value trap? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Alors attachez bien votre ceinture car on a pas mal de choses à voir. Premier petit disclaimer avant d'attaquer, je ne suis pas un professionnel de la finance, je n'ai aucune qualification permettant de donner un conseil, cette vidéo n'en est d'ailleurs pas un, ce n'est que mon avis personnel, d'autant que pour la transparence de l'échange, je dois vous indiquer que j'en suis actionnaire du titre avec pas moins de 20 actions achetées, que je suis sur une moins performance actuelle de moins 25% et que donc bien évidemment mon avis ne sera pas objectif et je suis forcément biaisé sur un aspect bullish étant donné que je détiens des actions. On va pas se refaire la présentation complète d'Adobe, je pense que pour la plupart vous visualisez déjà un petit peu de quel genre d'entreprise il s'agit. Cependant, je voulais quand même remettre le détail des différents segments sur lesquels les communications sont faites, parce que c'est pas toujours très évident de s'y retrouver. Notamment dans les rapports, on voit toujours apparaître la partie digital media et digital experience. À chaque fois que je lis ce rapport, je dois me reposer la question à chaque fois de quoi il s'agit. On trouve dans ces 75% de digital media deux éléments avec toute la suite Creative Cloud qui regroupe concrètement toutes les plus grosses applications qu'on connaît tous, c'est-à-dire les Photoshop, les Illustrator, les Premiere Pro, les Lightroom, mais aussi la partie Firefly qui n'est pas renseignée là. Et à côté de ça, on a la partie Document Cloud, donc plutôt à destination des entreprises pour l'hébergement, pour la signature et ce genre de choses de leur PDF en ligne. Et alors déjà, ce qui m'embête un petit peu dans cette partie-là, c'est que Adobe ne fait pas la différence dans son rapport sur la part du Document Cloud versus du Creative Cloud dans les 75% de Digital Media. Donc ça, c'est un peu dommage parce que du coup, ça nous enlève un petit peu de contexte. Dans la partie Digital Experience, alors c'est quand même un quart du business, c'est pas rien. C'est un peu plus méconnu du grand public, pour ma part, je connais pas du tout. C'est toutes les applications plutôt dédiées à du B2B, à de la partie marketing, à du partie commercial. Donc on va retrouver voilà comment faire de la publicité en ligne, les analytics associés, le parcours voilà du client, optimiser voilà optimiser toute cette partie là. Sur ce segment-là, on va dire qu'Adobe est plutôt en compétition avec du Salesforce, avec par exemple du Google Analytics, avec ces genres de plateformes-là. Et ensuite, dernier segment, la partie Adobe Express, alors qui n'apparaît pas explicitement dans les rapports. Adobe Express, c'est leur logiciel de conquête sur un modèle de freemium. Clairement, c'est de la compétition sur Canva et c'est le segment qui leur permet de venir capturer des nouveaux utilisateurs. On peut faire déjà une première pause à ce niveau-là et se reposer la question du départ. Est-ce qu'on est disrupté par l'IA quand on parle d'Adobe? Moi, quand je vois ça concrètement, déjà, je me dis que cette question, elle va se poser que sur la partie Creative Cloud. Parce que c'est sur toute cette suite de logiciels qu'on a plein de concurrents qui sont en train d'émerger sur la partie IA. Jusqu'à preuve du contraire, je pense que la partie Document Cloud n'est pas concernée. PDF est toujours voilà, le standard absolu pour la publication de documents en ligne. Donc pour moi, ce business-là n'est pas en danger. Et la partie Experience Cloud, de la même manière, alors pas qu'il n'est pas en danger de par l'IA, mais en tout cas, on va dire, il va être concerné de la même manière que ses concurrents à ce risque-là. Donc les Salesforce, ils ont les mêmes risques, les Google, ils ont les mêmes risques. Et donc déjà, ça nous permet de dédramatiser un petit peu. Alors, qu'est-ce qui se passe sur notre Adobe? Pourquoi on se fait massacrer comme ça? On va faire un petit état des lieux. On va commencer par le momentum, donc le prix de l'action, on va dire simplement, qui est souvent assez révélateur de plein d'autres choses. Donc on peut commencer par là. Et clairement, c'est le massacre. Moins 40% sur l'année, c'est les soldes, et encore pire si on compare
avec le benchmark hein, en rouge qui est le S&P 500 qui lui fait plus 18% sur l'année. Avec les moins 40% enregistrés, on est quasiment sur une sous-performance de moins 60% pour Adobe. Donc il y a un vrai problème et il va falloir qu'on comprenne ce qui se passe. Sur la partie fondamentale, alors on va passer la fiche, mais franchement ça va, on va pouvoir aller vite parce que la fiche elle est quasiment parfaite. On a un score de qualité sur mon screener de 98, donc autant dire que c'est quasiment le top du top. On a une assez belle diversification géographique, hein, on est vendu partout dans le monde. On a des rachats d'actions qui sont en place. On a une croissance des revenus toujours présente. Alors certes, qui est un petit peu ralenti. Hein, on est passé à peu près d'une vingtaine de pourcents sur toute la phase de boom à on va dire plutôt une dizaine de pourcents aujourd'hui. Mais en tout cas, la croissance, elle est toujours là. Elle est toujours visible. Elle se traduit dans les rapports. Cette croissance, elle est accompagnée en plus d'une très belle marge opérationnelle. Donc on dépasse assez allègrement depuis l'année 2016 systématiquement donc la fameuse règle des 40% pour juger d'un investissement intéressant. On a une production des cash flows tout à fait ok. Avec des stock-based comp certes qui pèsent mais qui restent quand même tout à fait contenus par rapport à la profitabilité générale de l'entreprise. Et quand on met tout ça ensemble et qu'on fait les maths, donc c'est-à-dire de par le nombre de parts qui se réduisent, de par l'augmentation des revenus, et si on en déduit tout ce qui est stock-based comp, capex, intérêt, on peut voir qu'on a un retour pour l'actionnaire qui est en augmentation croissante, 11% sur les 3 dernières années et plus de 25% sur les 10 dernières. Le bilan comptable est irréprochable, un score de pérennité excellent, virtuellement aucune dette, complètement couvert par le cash, et cette dette qui plus est parfaitement couverte par les productions de cash flow, donc aucun risque sur la partie bilan comptable. Et après, un élément que j'aime beaucoup sur Adobe, c'est le fait que ce soit une entreprise qui nécessite très très peu de capex. On est capex light et donc tout le revenu ne sera pas gaspillé par des achats de machines. On peut remonter sur la partie profitabilité, des marges qui sont toujours en place, hein, c'est censé être la traduction du MOT. Un retour sur les capitaux employés qui ne fait que de progresser avec le temps. Et un petit peu plus loin, sur la partie retour aux actionnaires, alors c'est une entreprise qui ne distribue pas de dividendes, mais qui par contre a activé un programme de buyback assez intéressant, et on le verra après un petit peu pour les hypothèses de rendement. Il y a un truc que j'aime bien chez Adobe, hein, c'est je me suis fait un petit peu l'historique de notation pour voir de quelle manière évolue, on va dire, la qualité des fondamentaux versus le prix associé. Et ce qu'on voit très bien sur cette action-là, c'est qu'on est parti de 97 en qualité, qu'on est en 98 au bout. Donc on n'a pas bougé, on n'a pas perdu. Par contre, c'est au niveau de la value qu'on a gagné. On était 13 au début et maintenant on est arrivé quasiment à un score de 50. Donc on va dire on est sur une action qui se situe au milieu de la masse, alors que pourtant on a une qualité bien supérieure. Il y a un autre joli message à tirer de ça, c'est qu'au fur et à mesure que le prix devient intéressant, on a une entreprise qui met en place des rachats d'actions pour profiter de cette sous-value. Donc ça c'est assez intéressant et ça montre aussi, ça démontre en tout cas que le management croit à cette décote et essaye d'en faire profiter ses actionnaires par un rachat associé. Ça soutient le cours, ça crée de la valeur. Donc moi pour ma part ça me plaît beaucoup. Et donc pour terminer donc cet état des lieux, bon voilà, j'ai pris les free cash flow ajustés comme image de référence, mais en tout cas pour moi le fondamental est au rendez-vous. Le problème qu'on a besoin de comprendre, c'est que se passe-t-il sur le momentum. Et puis bien sûr ensuite tout ça va se traduire dans la partie valorisation. Adobe est aujourd'hui valorisé 16 fois ses free cash flow. Et c'est clairement donc un plus bas de valorisation historique, en tout cas depuis le jeu de données dont je dispose qui remonte à 2017. L'action Adobe n'a jamais été aussi peu chère, même durant le Covid et même largement parce qu'on n'était pas descendu en dessous des 33. Donc là on est plus de 2 fois plus faible que la valeur Covid.
On aurait pu d'ailleurs commencer par là, hein. On aurait pu, juste commencer, à regarder la chute du titre, donc à peu près -44 par rapport à la chute, du ratio de valorisation. Et donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on était à -44 sur le cours, alors qu'on est à -61 sur la partie valorisation. Donc le résultat est très clair. Ce n'est pas les fondamentaux qui se dégradent, c'est le sentiment du marché qui se dégrade. Alors la question qu'on peut se poser ensuite, c'est quoi le problème en fait? Qu'est-ce qui va pas avec Adobe? Et alors avant d'aller plus loin sur le narratif, j'ai rassemblé quelques éléments. On est aujourd'hui le vendredi 12, Adobe vient de publier hier soir son 3e trimestre, et donc je vous invite à aller voir un petit peu ce qui a été dit. On va pas tous faire, hein, j'ai essayé de vous faire une petite synthèse surlignée des highlights, mais concrètement, c'est monsieur Shantanu Narayen qui prenait la parole, hein, donc le CEO. Et le message qu'il veut faire passer, on va aller très très vite parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, c'est tout très bon. C'est qu'au 3e trimestre, revenu record de 6 milliards avec une croissance de 10%. Et des earnings per share, donc les bénéfices par action, qui eux ont progressé de 14% sur l'année. On continue alors avec quelques highlights qui sont pas mal dans le texte et que j'ai et qu'on va pouvoir reprendre en écho ensuite. Alors ce que nous explique ce monsieur, hein, c'est qu'ils sont en train donc d'infuser les fonctionnalités d'IA dans tout leur logiciel maison. Ça va inclure Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects et tous les autres avec leur offre d'IA maison Adobe Firefly. Ils sont sur un modèle vertical, des solutions end-to-end, ideation to creation, donc all-in-one, qui va concerner donc leur modèle maison Firefly qu'on a vu juste avant, modèle qu'ils ont rendu commercialement safe, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent les productions de leurs outils pour aller ensuite sur de la commercialisation, donc ça c'est important pour eux, mais aussi avec l'intégration de modèles tierces, et ça c'est un modèle super intéressant à voir. Ils ont ajouté récemment le Google Gemini Flash 2.5, alors ça pour les connaisseurs c'est Nano Banana, le fameux qui a fait pas mal parler de lui, alongside, donc c'est-à-dire aux côtés des autres modèles Google précédents, avec les VO, Imagen, mais aussi tout un tas d'autres partenaires, comme par exemple les modèles de chez OpenAI, de chez Black Forest Lab, ça c'est les modèles Flux. Ils ont aussi intégré les Runway, les Pika, les idéogrammes et plein d'autres. Et donc ça, c'est des éléments sur lesquels on va revenir pas mal, parce que pour moi, c'est assez... parce que là, il y a une vraie thèse d'investissement sur le sujet. Ils se contentent pas juste de déployer leur modèle Firefly, ils offrent le choix à leurs clients d'utiliser la flexibilité et le bon modèle qui leur convient, celui qu'ils vont préférer sur le moment, sans avoir la friction d'avoir à changer d'outil, changer de workflow, changer de plateforme. Et ça, c'est une très belle barrière au changement. On a un petit message clé sur le fait que Adobe reste le leader, blablabla. Avec ça, donc c'est des revenus récurrents sur la base des outils d'IA qui dépassent donc 5 milliards de dollars, en augmentation des 3,5 milliards de l'année fiscale précédente. Et il nous indique qu'ils ont déjà surpassé leur guidance de l'année 2025 sur cette partie-là, et qu'ils sont heureux de nous annoncer une nouvelle révision à la hausse de leur guidance, que ce soit pour les revenus ou les bénéfices. Bla 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 bla. On va pouvoir ensuite se retrouver sur les résultats globaux. Bon, alors j'ai arrêté de tout surligner, hein, le message il est clair, hein, c'est que c'est tout entre concrètement 9, 10, 11, 12% de croissance sur tous les différents segments. Et d'ailleurs, ce qui était important de voir, hein, c'est que la partie digital media, hein, donc qu'on a vu juste avant, le digital media, donc c'est-à-dire la partie Creative Cloud et la partie Document Cloud. Cette partie digital media, donc qui pourrait être potentiellement le plus à risque de la disruption par IA, et bizarrement celle qui est en plus grosse croissance.
Donc tout ça, c'est pas mal. En plus de ça, il nous annonce la génération d'un cash flow opérationnel record qui monte jusqu'à 2,2 milliards de dollars en complément d'un rachat de 8 millions d'actions. Aujourd'hui, hein, Adobe, avant ce rapport, on était à 433 millions d'actions. Donc si on divise 8 divisé par 433 et qu'on multiplie par 100, on est sur un buyback yield de 1,8% de rachat sur le trimestre uniquement. Donc voilà, pas grand chose à dire, les résultats dépassent les attentes et les révisions sont revues à la hausse pour la suite, si j'arrive à retrouver. Pour le 4e trimestre, Adobe prévoit un revenu d'à peu près 6,75 € et 625, on peut arrondir à 6,1 milliards. En comparaison avec les 5,6 milliards du trimestre précédent, donc encore une jolie croissance en perspective. Idem pour la partie globale, avec la target pour le full year 2025 sur une estimation à 23,65 milliards. Et donc si on projette ça un petit peu et qu'on rentre la valeur à la main, donc 23,65 mince, je me suis trompé. 23,065 millions. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Non, c'est pas ça, je me suis trompé. C'est on avance le 6 d'un rang. Donc voilà, 23,7, c'est mieux. On serait encore sur une croissance cette année de 11%. Mon analyse des résultats, et d'ailleurs j'ai fait l'exercice avant de lire, ce que je fais de temps en temps sur mes titres, c'est qu'avant de regarder le résultat sur la traduction du prix, ce que je fais, c'est que je me lis d'abord la publication de résultats pour pas être biaisé voilà, par le résultat et par des premiers articles de conclusion, et je me fais mon avis. Je me dis, bon bah, cette publication, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est pas bonne, est-ce qu'elle me convient, est-ce que je la trouve pas mal? Et là concrètement, bah, j'ai vu ça, je me suis dit ok, tout est good, clairement, on est double digit absolument partout, on bat les estimations, on révise les prévisions à la hausse pour la suite. Et donc voilà, donc tout va bien. Et après, je suis allé voir donc le résultat sur le cours. On a eu un pic pas mal, je crois, aux alentours de 4-5% en after earnings. Et donc ce matin, avant l'ouverture, on est sur un pré-market à plus 4%. Donc pour le coup, ça fait enfin plaisir d'avoir pour une fois une réaction positive sur Adobe. Et pour le coup, je pense qu'elle est tout à fait méritée parce que le rapport est très très bon. Alors après tout ça, bah, ça va nous amener sur la partie du narratif. Alors là, bah, j'ai mis beaucoup de bazar parce que voilà, il y a beaucoup de choses à dire tout simplement. Donc des pros et des cons. On va peut-être commencer à parler des pros hein, sur le titre aujourd'hui. Avec des fondamentaux plus solides que jamais, on vient de le voir. Alors avec certes peut-être une croissance qui s'est légèrement repliée, mais franchement elle est toujours présente, elle est toujours solide. Bon, moi je vois pas de risque, la profitabilité est toujours là, les marges augmentent, le ROCE augmente. Moi je vois vraiment pas de soucis. On a une conquête via Adobe Express pour aller chercher des nouveaux clients qui fonctionnent correctement. Alors ça, je l'ai pas mis là-dedans, mais je l'avais vu passer. Et voilà, ce qu'ils expliquaient, c'est qu'ils voient toujours une croissance active de leurs nouveaux clients, avec 25% de croissance sur leurs utilisateurs actifs. Alors tout va pas forcément se traduire bien sûr en abonnement, mais en tout cas le momentum il est là, les utilisateurs ne sont pas en train de déserter la plateforme, donc on ne peut pas crier au loup tout de suite dans l'immédiat. Ensuite, au niveau des pros, on a donc les fonctionnalités IA qui sont intégrées verticalement donc dans la plupart de leurs outils principaux, que ce soit Photoshop, que ce soit sur les logiciels de vidéo. J'étais en train de regarder des petits
je suis en train de regarder des petites vidéos sur le sujet qui sont assez sympas, notamment sur quelques petites fonctions sur Photoshop, sur comment par exemple supprimer des objets, comment remplacer le background, comment faire de l'harmonie. C'est quand même plutôt pas mal foutu. Comment faire de la création générative à l'ère de Firefly directement dans Photoshop, ça c'est pas mal. Avec le choix du modèle, on en reparlera tout à l'heure. Il facilite l'écosystème avec les envois et les jonglages entre les différentes solutions de l'entreprise, qui est pas mal. Et après, une petite fonction assez cool que j'ai trouvée sur ce qu'ils appellent de l'harmonisation, sur comment incruster des nouveaux objets dans leur scène. Je vous laisse regarder parce que j'ai trouvé ça pas mal sur l'exemple de la pomme. It's a different apple from a different scene. Once that layer is selected, let's click on Harmonize in the contextual taskbar. Here you have your 3 options. First, second, third, all of them good. Not only did it create... Donc vous avez vu sur un seul clic, quand on fait comme ça des copier-coller, on a tous fait des montages absolument dégueux sur des merdes, j'ai oublié le nom du logiciel là, mais sur les trucs de Microsoft vraiment basiques où on met un collage horrible. Là, c'est vrai qu'il facilite quand même pas mal l'harmonisation et regardez ça quoi. Vraiment pas mal, vraiment pas mal. Et ça, c'est vraiment chouette, hein, c'est que vraiment toutes ces fonctionnalités-là, ils les intègrent verticalement au sein de leurs différents logiciels propriétaires, déjà phares, déjà utilisés, déjà commercialisés, que les gens connaissent déjà, et en fait, ils continuent d'apporter de la plus-value à leurs utilisateurs. Et tout ça, c'est des éléments qui vont faire qu'aujourd'hui, donc Adobe est déjà l'industrie standard pour toute la partie création et à mon avis qui va pouvoir leur permettre de continuer à le rester. J'avais une deuxième vidéo sur ce thème là, toujours du même mec là que je trouve pas mal, qui cette fois-ci il compare comment faire de la retouche sur Nano Banana, hein, donc le nouveau modèle de Google qui est vachement publicité actuellement, versus ce qu'on peut faire sur Photoshop, et il compare tout ça donc avec plusieurs exemples. Je vais pas tous vous les faire, mais si vous voulez, je vous mettrai le lien si vous voulez voir la vidéo dans son ensemble. Mais en tout cas, moi j'ai assez bien aimé la retouche sur cette jeune femme. Here's another example. And let's say you wanted to remove the reds from the skin. And this is what it generates. And the retouching looks flawless. I would say way too flawless. Let's download it by clicking on it and then clicking on the download button. Of course, we need to compare it with Photoshop. Keep in mind, even in Photoshop, you can do retouching in less than a minute, and we have made videos about it. Anywho, here my friend is the original image. On top of that, here's Photoshop's retouching. Again, before, after. Still the exact same person, and if you were to zoom in, still the same skin texture. Before, after. Let's zoom out a bit. And now this is Nano Banana's result. You be the judge. As professionals, let me know what you would prefer in the comments. C'est ça cette dernière phrase que j'ai bien aimée. En tant que professionnel, lequel est-ce que vous préfériez? Et c'est vrai qu'autant pour des particuliers, pour faire de la petite retouche, pour envoyer une connerie à ses collègues, ce genre de choses, il n'y a pas de souci. Nano Banana, ChatGPT, machin, on va pouvoir faire des trucs assez sympas. Mais pour un professionnel qui vraiment va avoir besoin d'aller pousser à la retouche, de faire un travail absolument parfait, de ne pas dégrader la qualité, la résolution, ce genre de choses, aujourd'hui, Adobe reste l'industrie standard, absolument. Et je ne vois pas aujourd'hui donc un abandon massif des professionnels pour ces produits-là. On a parlé de leur modèle Firefly propriétaire, bien sûr. Quand on disait donc il y a un an qu'Adobe était complètement à la ramasse, et c'était vrai, hein, je veux dire, les premières versions du modèle Firefly, elles étaient pas terribles, surtout quand ils étaient en comparaison avec des Midjourney ou des trucs comme ça, ils étaient très très en retard. Le fait est quand même que le modèle évolue pas mal, mais qu'en plus de ça, ils ont pris donc ce parti pris, et ça c'était des transcripts des résultats précédents. De faire dans une vidéo, c'était un de leurs directeurs commerciaux qui appelait ça donc faire d'Adobe le one-stop shop de l'IA.
Et ça j'ai toujours trouvé ça vraiment sympa. C'était ce qu'on avait vu dans le rapport précédent. Mais le fait d'intégrer dans leur solution et directement intégrer dans leur logiciel les produits des modèles tierces pour offrir le choix aux clients et aux créateurs d'aller chercher le modèle qui leur convient sans avoir besoin d'avoir à quitter l'écosystème Adobe. Deux éléments super pour ça. Le premier, c'est que pas besoin d'abandonner les logiciels Adobe, surtout quand on connaît le niveau de compétence, le temps de formation que ça nécessite, voilà, toute la courbe d'apprentissage sur les logiciels d'Adobe, c'est quand même un très joli choix. Et qui plus est que dans un deuxième temps, ça leur permet de monétiser donc les modèles des partenaires et donc s'assurer un petit peu d'être une sorte de voilà, fournisseur finalement de modèles IA, de rester au-dessus de la mêlée, et peu importe lequel des concurrents va réussir à sortir un super modèle, et tout simplement on le prend, on le commercialise et on les accompagne plutôt que de leur tirer dessus. Donc voilà, je vous invite à faire pause et à lire le détail si vous voulez, mais en tout cas pour moi voilà, le message il est là, et c'est un vrai facteur qui peut jouer sur la résistance à l'IA, le fait de ne pas la subir et au contraire d'essayer de l'accompagner, d'essayer de faire monter en compétence les utilisateurs dessus, et puis cerise sur le gâteau, en plus de ça on le monétise. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Et puis d'autant ces derniers temps, donc ça j'avais vu ça dans les rapports, c'était au deuxième trimestre 2025, mais aussi je me suis mis récemment sur mon téléphone, sur Facebook, sur Insta, tout ça, à commencer à voir des pubs Adobe passer. Et, et j'étais assez content de voir que ça allait dans le sens de ce qui avait été écrit au préalable. Donc voilà, donc il commence à communiquer là-dessus, sur le fait que au sein des logiciels d'Adobe, vous allez pouvoir choisir le modèle d'image partenaire que vous le souhaitez. Donc Imagen, ça c'est Google, GPT, Flux. Et alors par contre, il parle pas beaucoup de l'aspect monétisation, parce que tout simplement, ils sont très très chers. Et aujourd'hui, ça c'est un des sujets de crainte qu'on va voir juste après. Au-delà de ces modèles-là, on a aussi d'autres fonctionnalités liées à l'IA, notamment pour tout ce qui va être audio, édition de vidéo, etc. Va y avoir des nouvelles fonctionnalités pour créer des sons. Alors peut-être des sons, on va dire, d'arrière-plan, des sons d'ambiance, peut-être plus tard de la musique, j'en sais rien, enfin des choses comme ça. Et aussi des trucs aussi sympas pour la partie Adobe Premiere, pour le montage vidéo, des extensions génératives. À mon avis, les extensions génératives, qu'est-ce que ça va être? Ça va être par exemple si vous avez un plan d'un mec qui marche et qui s'arrête à un moment donné et que vous auriez bien aimé voilà, le temps de caler votre suite, que cet extrait soit allongé de 5 secondes, et par exemple vous pourrez faire en sorte de générer 5 secondes de plus et d'avoir le mec qui marche voilà, quelques pas de plus pour avoir le temps de caler votre montage. Donc autant à mon avis ça sera pas des trucs voilà, absolument fous, mais voilà, c'est quand même le signe que Adobe est dans le coup, ils sont pas en train de subir, ils intègrent verticalement, et de la même manière l'extension générative, à mon avis, ils vont pouvoir la faire avec les modèles partenaires, par exemple Runway qui est super pour faire ça. Tout ça, donc ça nous amène sur le one-stop shop de l'IA qu'on a parlé, donc avec encore une fois, barrière au changement plus nouvelle source de monétisation. Ça pour moi c'est un vrai narratif et une vraie thèse d'investissement que je ne vois pas beaucoup reprise par ailleurs. On peut aussi dire, alors et ça va faire le lien sur Indecons, qu'aujourd'hui Adobe c'est la seule suite d'outils complets, ce qui est le cas. Et donc là on fait directement le lien avec la multiplication des concurrents à base d'IA. J'ai cherché une sorte de petite map sur Google pour voir un peu tous les nouveaux outils d'IA justement qui sont en train d'émerger et qui peuvent venir concurrencer le modèle d'Adobe. Et pour tous ceux qui ont déjà essayé d'utiliser des petits outils comme ça, moi aujourd'hui il y a une seule chose qui me frappe et qui me saute aux yeux directement, c'est qu'il y en a 50 000. Il va y avoir des outils pour enlever les backgrounds, il va y avoir des outils pour créer des formes vectorielles, il va y avoir des outils pour upscaler, il va y avoir des outils pour retoucher, pour animer, pour tout ce qu'on veut. Et en tout cas, ça c'est... alors autant évidemment, c'est des concurrents de plus pour Adobe. Donc ça peut être un frein de croissance parce que effectivement, il y a certains utilisateurs qui peuvent apprécier certains modèles en particulier et rester sur des offres peut-être un peu moins chères s'ils n'ont besoin que d'un cas particulier.
Mais par contre, à l'inverse, ça démontre aussi toute la force d'Adobe, qui est d'avoir, dans certains logiciels, comme par exemple du Photoshop, la capacité de presque faire tous ces cas d'usage-là. Parce qu'on a l'impression que les outils d'IA, ils vont être gratuits et que ça va se faire en claquant des doigts. Mais c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, quand vous commencez à vouloir faire de la génération d'images sur Midjourney, vous allez vous rendre compte que vous allez devoir payer un abonnement de 10 balles. Si vous voulez après enlever le fond d'écran avec Remove BG, là où je sais plus comment ils ont appelé ça, vous allez devoir payer 9 balles. Parfois, ces 9 balles, c'est un tiers pas terrible, donc on vous en propose un deuxième à 19 €. Et en fait, si vous commencez à faire l'addition des 3-4 outils que vous allez avoir besoin pour finalement véritablement remplacer la suite d'Adobe, vous vous retrouvez sur des tarifs largement aussi chers, voire même probablement plus chers. Donc est-ce qu'Adobe peut être remplacé par une succession de ces choses-là ? Moi, personnellement, j'en suis pas convaincu. Mais bref, on verra tout ça. Et donc, en dernier élément des pros, pour moi, c'est le fait que Adobe, c'est justement l'antithèse de l'IA, en fait. Dans le sens où quand on se lance dans une création, souvent on a des idées en tête, on a envie de mettre quelque chose en place. Et alors, le pire du pire, c'est de ne pas réussir à faire ce qu'on a envie de faire. Tu mets un prompt d'un chat et le truc il te sort un truc à moitié de travers, ou il va pas le placer correctement, ou il va pas choisir la bonne couleur, il va falloir réessayer une fois, 2 fois, 3 fois. Moi je me suis retrouvé dans certains cas, alors pour des cas complètement basiques, moi je fais rien de professionnel, mais en tout cas dans certains cas où tout simplement je n'arrivais pas à générer mes images, j'arrivais pas à avoir le rendu que je souhaitais, et c'était hyper frustrant quoi. Et tout ça, c'est vraiment l'antithèse parfaite d'Adobe, dans lequel des logiciels comme Photoshop, Adobe Premiere, on va vraiment pouvoir paramétrer complètement le résultat, le retoucher exactement de la manière dont on va le vouloir. Et ça, je pense que c'est un besoin qui va rester. Aujourd'hui, tous les créateurs professionnels, tous ceux qui sont très pointus, qui veulent faire un résultat très précis parce que c'est leur travail, parce que c'est leur moyen de gagner leur vie, parce qu'ils sont payés pour ça, ils ont besoin de faire un travail parfait, de la manière qu'ils l'imaginent, de la manière qu'ils le souhaitent. Et aujourd'hui, c'est Adobe qui leur permet de faire ça. C'est pas les outils d'IA, ça c'est clair et net. Ensuite, on a eu un petit papier qui a été publié par le MIT ces derniers temps, notamment pour mettre en avant le fait de la bulle de l'IA, etc. Alors j'avais commencé à lire et à m'en faire des notes pour une autre vidéo, mais bref, on va le spoiler un petit peu. Le résultat de cette étude, je vous la fais courte, c'est que concrètement, 95% des initiatives à l'IA produisent aujourd'hui un retour 0, et que sur ces juste 5% de pilotes IA qui sont vraiment successful et qui produisent de la value pour leurs clients, pour la plupart, ils ont des difficultés à vraiment mesurer le PNL associé, mais surtout que c'est souvent des cas assez basiques qui sont retenus. Et la plupart du temps, ce que le grand public est en capacité de faire aujourd'hui, c'est du LLM, c'est du ChatGPT, du Copilot, enfin voilà, c'est du discussion assez basique, mais qu'en tout cas, dans les grandes lignes, pour l'intégration de systèmes IA un peu plus complexes, aujourd'hui, il y a des difficultés qui sont sur la partie gestion du changement et sur la partie adoption de nouvelles méthodes, de nouveaux workflows par les utilisateurs. Je vous mettrai le lien aussi si vous voulez le voir plus en détail, mais bref, on va aller vite. Ce que je voulais voir avec vous, c'était j'avais quelques trucs que j'avais entourés. Le premier à la question pourquoi donc les initiatives IA échouent et quelles sont les top barrières pour scaler les IA à l'échelle de l'entreprise. Un des éléments qui sont avancés, c'est la non-volonté d'adopter des nouveaux outils. Tiens donc, quand on parle de disruption par l'IA, c'est quand même assez fort comme raison. On avait ensuite un peu plus bas donc les barrières, pareil, les barrières ou l'information des workflows. Le premier, c'est la non-possibilité de customiser, alors là sur ce cas-là, les workflows, mais quand même la non-possibilité de customiser. Encore une fois, la force d'Adobe, la customisation, la partie création très précise. Les genres de tâches qui sont données,
Et en guise de fin, parce qu'après je vous laisserai tranquille, je pense que ça va vous gonfler, qu'on passe plus de temps sur ce document-là. Comment est-ce que les directeurs sélectionnent donc les solutions d'IA? Il y a plusieurs éléments assez intéressants qui remontent là-dedans. Le premier, c'est une disruption minimale. Ils ne veulent pas changer des outils qu'ils utilisent actuellement parce que le changement, c'est du temps, c'est de l'argent, c'est de la formation, c'est une courbe d'apprentissage. Et c'est vrai qu'il y a des réticences au changement. Ils veulent aussi des vendeurs qu'ils connaissent, dans lesquels ils ont confiance, des solutions qu'ils ont déjà intégrées chez eux. Quelle solution d'idéation et de création est déjà intégrée chez les clients? Voilà, je vous mets cette question-là, vous vous faites votre propre avis. Ils veulent dans le vendeur qui trust, ils sont plus à même d'attendre que leurs partenaires existants ajoutent des fonctionnalités d'IA plutôt que de gamble, c'est-à-dire de parier sur une nouvelle startup et sur une nouvelle solution qui sera probablement un peu moins aboutie. Encore une fois, on en revient sur Adobe et toute cette pléiade de nouvelles solutions d'IA qui inondent le marché. Ils ne veulent pas se disrupter de leurs outils actuels et notamment, alors je recherchais pas forcément ça, mais j'ai été content de trouver en exemple une des autres entreprises que j'ai en portefeuille et la citation elle est assez sympa aussi. C'est que si ces nouvelles fonctionnalités d'IA ne se pluguent pas sur Salesforce ou on va dire des systèmes internes, donc par exemple on pourrait faire la raccourci avec Adobe, no one going to use it. Les gens ne l'utiliseront pas tout simplement. Donc ils préfèrent largement aujourd'hui les entreprises attendre que les fonctionnalités d'IA soient intégrées dans leur système actuel. Et les systèmes actuels, pour ce qui est de la création, aujourd'hui, on sait de qui on parle. Voilà, ça c'était un petit tour des pros. Il y en a quand même pas mal. Voilà, j'ai pas forcément envie de jeter Adobe avec l'eau du bain. La valorisation s'est faite massacrer. Il y a des risques, mais il y a aussi des forces. Et ça, j'ai l'impression que ces forces aujourd'hui, il y a plus grand monde qui les voit. Alors que pourtant, moi je trouve qu'elles sont quand même toujours bien en place. Mais le problème, c'est qu'on a aussi donc des cons qui sont aussi assez virulents et donc on va les repasser. Ils sont assez courts en fait, il n'y a pas beaucoup d'arguments, mais ils sont assez simples à comprendre. Je pense que les cons en fait sont plus simples à comprendre que les pros, et c'est peut-être ça aujourd'hui qui fait pencher assez largement la balance du narratif. Et donc sur le premier narratif, on a la multiplication des concurrents à la base d'IA. Donc voilà, donc ça on l'a vu tout à l'heure, on va pas revenir dessus. Mais par exemple, si vous voulez vous passer d'un Adobe Firefly pour faire de la création d'images, vous en avez plein de nouvelles alternatives qu'ils ont mises en place. Il y a les Midjourney bien sûr qui ont été déclarés comme un leader dès le début. Il y a les Leonardo, voilà, il y a les ChatGPT, il y a les Nano Banana de Google, le Stable Diffusion. Il y a quand même plein de modèles qui sont disponibles et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choix pour trouver son bonheur. On a aussi déjà chez Adobe largement abusé du modèle d'abonnement. Donc ça c'est clair et net, je veux dire les abonnements sont super chers. Ils ont aussi défrayé la chronique à de nombreuses reprises sur des procès aux États-Unis pour des frais de terminaison, voilà, beaucoup trop élevés. Je crois que pour certaines personnes, ils demandaient $250, ne serait-ce que pour se désabonner. Ça, on est quand même bien d'accord. Il faut quand même bien voir les choses. C'est qu'Adobe, on n'est plus dans la formule startup. On est sur une société très établie. Leur modèle d'abonnement, ils l'ont mis en place en 2014 et on va dire qu'aujourd'hui ils ont quand même grosso modo, ils sont allés conquérir leur marché adressable. Donc aujourd'hui c'est une entreprise qui est mature. Et puis pour terminer, pour moi le truc qui saute le plus aux yeux et qui attire l'attention de tout le monde, c'est un bashing absolument dingue sur Adobe pour plusieurs raisons. Mais je pense que la raison principale de ce bashing, c'est le modèle d'abonnement. Alors, c'est de la mauvaise publicité pour Adobe, malheureusement. Je pense qu'il y a une grogne générale qui est faite et un dégoût. Je pense qu'on peut vraiment parler de dégoût pour cette entreprise
Pourquoi? Bah, parce qu'ils ont lancé la mode horrible de l'abonnement. Ils ont été les premiers à le faire en 2014 et depuis, bah, je pense que maintenant, voilà, on a tous nos différents abonnements à nos différents services, au Netflix, au Amazon Prime, voilà, dès qu'on veut faire quoi que ce soit, dès qu'on trouve des logiciels sympas, il faut s'abonner. Ça, c'est super chiant et c'est vrai que malheureusement, bah, ce modèle généralisé, bah, c'est Adobe qui l'a mis en place et je pense que Adobe se fait bâcher pas mal de par ça. Maintenant, bah, faut quand même le relativiser dans le sens où, bah, si vous allez chercher des alternatives, Heu, bah le truc, c'est qu'ils ont tous adopté le modèle d'Adobe tout simplement, hein. Il y en a au personne ne fait du bénévolat sur cette rosace et vous allez trouver des abonnements, encore une fois, dans chacune de ces alternatives-là. Alors bon, il y en aura toujours des open source et tout, mais on va dire que celles qui veulent vraiment remplacer Adobe, il faut avoir des fonctionnalités avancées et la plupart du temps, il y aura des abonnements. Donc bref, moi ça, c'est un argument que j'ai un peu de mal à entendre, mais toujours est-il qu'on ne peut pas le nier. Je vous ai mis quelques vignettes là que j'ai trouvé de vidéos sur YouTube et en fait systématiquement à chaque fois qu'on voit Adobe, bah c'est des massacres en fait, hein. Voilà, remplacer Adobe à la poubelle, avec du feu, une compagnie criminelle, disgusting, bye bye les outils d'Adobe, avec un mec on dirait il a tout compris à la vie. La chute d'Adobe a enfin commencé avec le logo voilà qui est fracturé, moins 35%. Et aussi des commentaires que je suis allé voir. Alors c'était sur CNBC, une chaîne de business aux États-Unis, et une intervention du CEO qui parlait, alors je sais plus de quoi il parlait exactement, mais bon, peu importe. Et en fait, je suis allé lire les commentaires et je vous invite juste à aller voir, c'est assez incroyable, quoi. Il disait rien de particulier dans cette interview-là, mais les commentaires étaient tous fous, quoi. Des frais de renouvellement et de comment Adobe essaye de le bloquer, du fait qu'Adobe a besoin de refaire son image, le fait que tous les utilisateurs détestent Adobe, le fait que Adobe continue de sous-performer, que le CEO est un talker, not a doer, et que plus personne ne croit en lui, un japonais que je ne maîtrise pas la traduction, mais si quelqu'un veut me la faire, je veux bien, un 12% later, 3 petits points subjectifs, il y en a un qui se présente comme un utilisateur daily d'Adobe, mais que pourtant sa frustration ne fait que grandir, que les apps sont buggées, que Firefly c'est de la merde. Un autre qui nous explique que voilà, donc les problèmes de souscription par rapport à la qualité des produits, bref, and so on, and so on. Je vous laisse lire tout ça, mais c'est vrai que c'est assez fou de voir le bashing autour de cette société-là, et clairement aujourd'hui c'est ce qui pèse très très fort sur le titre. Alors mérité ou pas après ce bashing, écoutez, moi je sais pas. Moi j'utilise Photoshop pour le travail que je fais. J'ai pris un petit abonnement à 20 €. Je pense pas que l'appli soit buggée. Je pense pas que l'appli soit en retard sur l'IA. Voilà, je sais pas si ce logiciel mérite un tel déferlement médiatique. C'est clair et net qu'ils ont abusé du modèle d'abonnement. Les produits sont très chers. Mais bon, bah, y a qu'à regarder le reste. Je veux dire, vous trouverez pas moins cher ailleurs finalement. Ils font tous la même chose. Et ce que je me dis souvent quand je vois tout ça, bah, c'est que c'est plus facile d'être critique, hein, c'est plus facile de faire ça. Et par exemple, ces mecs-là, là, avec les vidéos, il y a beaucoup de vidéos sur ouais, je viens de vivre 1 an avec les alternatives gratuites à Adobe, vous pouvez le faire, vous n'êtes pas condamné sur cette société-là et tout. En fait, quand on regarde les vidéos, on a l'impression que les mecs sont en déprime complètement, quoi. On dirait un mec qui est en train d'arrêter de fumer et qui a 4 patchs version les inconnus là sur l'épaule et qui est en crise complète. C'est assez rigolo. Ça laisse quand même des impressions assez bizarres. Alors après tous ces gens qui se font parler, bon, il faut croire que bah, malgré tout, il y a quand même des nouveaux utilisateurs et des nouveaux abonnés sur la plateforme. Les revenus continuent d'augmenter. Alors, à quoi est-ce qu'on a affaire ici? Voilà, est-ce qu'on a affaire à une base de haters?
hater versus envieux versus déçu versus je sais pas quelle est cette catégorie de personnes qu'on voit là, mais ouais, aujourd'hui cette vague de haine en tout cas, on ne la ressent pas dans les produits. Moi, voilà, autant le modèle d'abonnement il est super chiant, mais autant l'offre et la valeur ajoutée que proposent les logiciels pour moi sont toujours complètement au rendez-vous. J'ai quand même l'impression que cette vague, elle est un peu, voilà, elle est un peu surdimensionnée. Et puis finalement, ça revient un petit peu souvent les avis qu'on trouve en ligne. Bah, vous avez que les mecs aigris, vous avez que le mec qui s'est fait, voilà, qui s'est fait bâcher, qui va aller sur son clavier, qui va aller écrire et qui va aller écrire sur Google, qui va mettre une 0 étoile. Et en fait, finalement, nous, quand on arrive et qu'on regarde ça de l'extérieur, bah, on va voir que cet avis-là. Parce que les X millions d'autres utilisateurs qui s'en servent tous les jours et qui sont satisfaits, ils vont pas aller en plus mettre un avis 5 étoiles après avoir payé 50 € d'abonnement. Donc ouais, essayez de faire la part des choses entre le désamour véritable, ça c'est clair qu'il existe, mais versus la valeur et l'intérêt qu'en trouve, on va dire, la majorité silencieuse. Je pense qu'il y a quand même une certaine balance à faire. Tout n'est pas parfait, tout n'est pas à jeter. Mais en tout cas, ouais, je trouve quand même que le bashing est quand même sacrément fort. J'espère que je suis pas trop long sur la vidéo, c'est un peu mon problème quand je commence à parler, mais bref. On va essayer de terminer du coup sur une petite conclusion et sur une partie scénario. Donc vous, comment est-ce que vous voyez Adobe aujourd'hui? Est-ce qu'on est sur une vente? Est-ce qu'on est sur un achat? Est-ce qu'on maintient les titres? Moi, si je dois essayer là tout de suite, et j'essaye de le faire bien évidemment parce que le titre il pèse lourd sur mon portefeuille, donc je me suis reposé plusieurs fois la question, qu'est-ce que je fais de ce titre là? Est-ce que je dois laisser tomber? Est-ce que je dois renforcer la baisse? Je pense que la réponse elle peut se tenir sur les deux scénarios envisagés. Est-ce qu'on imagine une disruption IA complète, ou est-ce qu'on imagine qu'Adobe va réussir à prendre cette place de one-stop shop IA? Moi, personnellement, je vous donne mon point de vue. Je crois pas à la disruption. Voilà, on l'a vu avec les nouvelles fonctionnalités, on l'a vu avec les comparaisons, on l'a vu avec les barrières de changement. Pour moi, on n'est pas sur une disruption complète. On n'est pas sur une vente mécanique automatique. Je ne pense pas que on est exposé à des risques, de ralentissement, mais pour moi, on n'est pas sur une disruption complète. De la même manière, par contre, qu'on n'est pas sur un achat. Il y a quand même beaucoup de risques et que le bashing pèse très très fort, donc je pourrais pas dire aujourd'hui que je serais ok à aller à 100% sur le titre sans me poser de questions. Par contre, le pari qu'ils sont en train de faire sur le one-stop shop de l'IA, il est quand même intéressant. Voilà, on ne sait pas s'ils vont gagner, on ne sait pas de quelle manière ils vont réussir à le monétiser. D'ailleurs, j'ai pas réussi à trouver d'éléments sur quelle est la part distribuée au modèle tierce versus qui conserve, etc. Donc il y a quand même encore quelques petites questions là-dessus, tout n'est pas gagné. Mais en tout cas, c'est un vrai scénario possible. Et voilà, si aujourd'hui je dois vous dire concrètement où j'en suis, moi mon cœur il balance un petit peu. Je balance entre l'allègement et le renfort, mais si je dois quand même regarder avec la valorisation actuelle du titre, on est sur les plus bas. Le ratio aujourd'hui rendement-risque est quand même pas mal orienté sur Adobe malgré tout ça. Et donc voilà, moi je serais pas aujourd'hui sur alléger ma position. Aujourd'hui, j'ai envie de la conserver par rapport à tous ces éléments-là. On verra bien évidemment s'il y a d'autres éléments qui arrivent par la suite. Et j'ai pas forcément envie non plus de la renforcer parce que elle pèse déjà lourd. J'en ai presque 6 000 €. C'est déjà une assez grosse position, donc pour ma part, je vais pas la renforcer. Mais voilà, je pense que je me situe quand même plus proche du renforcer que du maintenir. Parce que encore une fois, les fondamentaux sont toujours présents, les utilisateurs sont toujours là, l'entreprise elle continue d'être profitable, et je pense qu'on est quand même plus exposé à recevoir des belles nouvelles sur Adobe plutôt que d'en recevoir des mauvaises. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, ça serait intéressant. Et puis si jamais il y a d'autres arguments qui pourraient être intéressants dans les prises de position ou pas sur Adobe, j'ai mis en place du coup un petit fichier de discounted free cash flow pour essayer de faire l'exercice par rapport à des hypothèses et à des scénarios si aujourd'hui on est sur un prix intéressant.
Et je vous propose de faire l'exercice parce que vous allez voir que je pense qu'on peut être surpris. Donc on a 3 scénarios à remplir, hein. Meilleur scénario possible, un scénario à peu près neutre, ce qu'on peut imaginer dans un monde réaliste, et on va dire vraiment le pire scénario si toutes les craintes et si tous les freins venaient à se matérialiser. Donc je vous propose de faire l'exercice sur ces 3 scénarios-là. Ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, c'était qu'on était toujours sur une croissance aujourd'hui de 11% sur le titre. Croissance qui, quand même, est à maturité. Je pense qu'on est davantage exposé sur un petit recul de cette croissance plutôt qu'une réaccélération. Donc, pour une hypothèse neutre, moi, j'aurais envie de partir sur, par exemple, un 8%. Dans le meilleur des cas, je pense qu'on pourrait maintenir la croissance actuelle, mais ça me paraît quand même assez peu crédible, en tout cas sur un horizon de 5 ans, même si sur l'année, là, j'ai pas trop de doute qu'on va l'atteindre. Et sur un pire scénario possible, voilà, on pourrait imaginer peut-être une redescente vers 5% de croissance, on va dire annualisée. Au niveau du share buyback pour les rachats d'actions programmés, donc on a du rachat sur Adobe, donc on va faire des hypothèses de rachat. Depuis 2014, on va dire qu'on a tourné sur un taux de rachat de 0,6, 0,6, 0,7, 1,3, 0,8. Je pense que la vision assez safe, c'est de se dire que Adobe peut tourner à peu près à 1% de taux de rachat. Ça me paraît pas déconnant si on retourne à des valorisations plus correctes. Dans le cas d'un meilleur scénario possible, où voilà, où les revenus repartent, la croissance repart, les ratios de valorisation remontent, je pense par contre que ces rachats se ralentiront naturellement, hein. Aujourd'hui, ils ont accéléré les rachats parce que le prix a baissé, mais si le prix venait à repartir à la hausse, je pense que les rachats se ralentiront, voire s'arrêteront. Donc je partirai même presque sur un 0%. Et par contre, à l'inverse, on l'a vu, déjà sur le trimestre, on vient de racheter 1,8% si jamais le prix venait à baisser. Et ça, on parle au trimestre, hein, donc là, il y a une vraie volonté du management de profiter de la baisse. Je pense qu'on pourrait assez largement repartir sur du 3% de rachat annualisé si le prix de l'action venait à continuer à chuter. Sur la partie valorisation, donc price to free cash flow à terminaison, là on peut essayer de regarder un petit peu comment a été valorisée historiquement la société pour s'en faire une idée. Aujourd'hui on est à 16. Et sur ce petit indicateur que je me suis développé, donc on a la médiane mobile de la valorisation à plus ou moins un écart type. Et ouais, si je devais donner une hypothèse, on va dire à peu près réaliste, de combien on pourrait rattraper avec les risques actuels, je pense que je trouverais pas ça déconnant qu'on revienne voilà aux alentours d'une vingtaine de fois les free cash flow. Ça serait encore une valorisation très très faible, historiquement faible, hein, plus faible que pendant la période Covid. Et je pense que si les éléments venaient à se remettre en place, ça me choquerait pas du tout qu'on ait un price to free cash flow à 20 qui venait à se mettre en place. Sur un scénario optimiste, l'action qui rebondit, qui retrouve de l'intérêt, qui retrouve du momentum chez les investisseurs. Voilà, on n'ira pas rechercher les bases hautes à mon avis. 40 pour moi c'est pas possible. Il y aura encore trop de risques qui pèseront. La partie IA sera jamais vraiment écartée. Mais je pense qu'on peut aller chercher un peu mieux que les 20. Par exemple, un 25 pour un meilleur scénario, ça me paraît quand même pas déconnant et c'est quand même toujours extrêmement conservateur. Donc on va mettre 25. Et par contre, pour le scénario pire, donc si vraiment il y avait le désamour qui viendrait encore plus à se matérialiser sur le titre, jusqu'où est-ce qu'on pourrait descendre en termes de ratio ? Ça c'est une question, bien entendu on peut aller à 0, hein. Mais si on peut regarder peut-être des équivalents dans le passé récent, on a eu Meta dernièrement qui a été quand même extrêmement chahuté avec des sentiments très 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 négatifs, et on peut voir que Meta est descendu jusqu'à une dizaine de fois les free cash flow. Donc ouais, c'est peut-être une hypothèse qu'on pourrait prendre dans ce genre de cas. Et donc déjà si on fait une première
un premier bilan avec ces hypothèses-là. Sur notre meilleur scénario possible, on aurait un rendement de 20% sur le prix actuel de l'action, ce qui est pas mal. On aurait un rendement de 14% sur le scénario neutre, conservateur en plus, hein, on n'a pas pris des hypothèses de fou. Et par contre, sur le pire scénario possible, un rendement de moins 2% qui n'est pas encore catastrophique. Et donc pour ensuite aller chercher des prix d'achat en cohérence avec un rendement cible, qu'on peut estimer, on va dire, à peu près à 10%, qui doit être le taux du marché à peu près global du SP500 sur ces dernières années, allié à une marge de sécurité d'une dizaine de pourcents pour éviter de faire trop de bêtises. Aujourd'hui, on pourra avoir un prix d'achat sur Adobe à peu près 376 $, et on est quand même largement en dessous. Et on pourrait même aller pousser jusqu'à 490 dans le cas d'un scénario rêvé. Mais franchement, j'y crois pas. Et par contre, on sera en difficulté sur le pire scénario avec, il faudra aller chercher un prix à 180, donc c'est-à-dire ici, revenir sur des prix de 2018. Franchement, quand je vois l'évolution des fondamentaux et la profitability qui reste au rendez-vous, voilà, je vois aucun monde dans lequel on pourrait revenir à ce prix-là. Mais bon, voilà, c'était un petit sentiment de marché comme ça. Putain, je crois que l'heure, elle a pas mal tourné. J'ai fait beaucoup plus que prévu. J'espère que je vous aurai pas perdu en route, que ça vous a intéressé. Et bien sûr, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre opinion, d'avoir vos éléments, si vous êtes d'accord avec tout ça ou pas. Mais ouais, moi ce que je peux dire, en tout cas, c'est que voilà, le prix est intéressant pour une entreprise profitable à cette échelle-là. Ça mérite quand même le coup d'œil, ça mérite qu'on s'y intéresse. Et ouais, n'hésitez pas à me faire part en tout cas de vos impressions, ça m'intéressera beaucoup parce que pour ma part, je me pose toujours des questions sur Adobe, hein. Le feu est au orange. De par voilà, le sentiment de marché, de par le momentum super négatif qu'il y a autour de ça. On est quand même obligé, on peut pas faire semblant de pas voir. Mais bon, avec toutes les qualités qu'on a énumérées, moi aujourd'hui je me vois pas vendre mes parts d'Adobe à ce prix-là. Et je pense qu'arriver à ce niveau-là, elle m'offre davantage de potentiel de upside plutôt que de downside. Et quand je regarde mon modèle, en fait, moi j'ai l'impression de me dire que en fait, le scénario pire est déjà envisagé en fait concrètement. Donc voilà, est-ce que je prends beaucoup plus de risques en les conservant? J'ai pas forcément l'impression. Et donc voilà, je vais observer pour vous ce que ça donne par la suite. J'espère que ça vous a intéressé, que je vous ai pas perdu, et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.